Je m'appelle Camille Tavernier. J'ai 35 ans. Le matin où le testament de ma grand-mère devait être lu, ma propre mère s'est postée devant la porte de la salle de réunion et m'a dit que je n'étais pas autorisée à entrer. « Attends dans le couloir », a-t-elle ordonné, en gardant une main sur la poignée. C'est une affaire de famille. J'ai presque ri parce que je pensais avoir mal entendu. Pendant 15 ans, j'avais cuisiné pour les réunions de famille, nettoyé après le départ de tout le monde, porté des cartons, fait les courses et je m'étais tenue à l'écart de plus de photos de famille que je ne pouvais en compter pendant que mon frère occupait le centre. Maintenant, apparemment, je n'étais plus assez de la famille pour entendre les dernières volontés de ma grand-mère. Mon père fixait la moquette. Mon frère n'avait même pas l'air embarrassé. Il a simplement ajusté sa veste comme si la réunion avait déjà été décidée en sa faveur. J'ai dit que c'était très bien, car il y a des moments où argumenter ne donne aux gens que la satisfaction de vous voir supplier. Je me suis tournée vers l'ascenseur. C'est alors que l'avocat a levé les yeux des documents étalés sur la table de conférence. Non, a-t-il dit. Tout le monde s'est arrêté. Il a désigné la chaise vide en face de lui. Elle reste. La main de ma mère a lâché la porte. Mon frère avait l'air confus. Mon père a soudain eu l'air d'avoir oublié comment respirer. Ensuite, l'avocat a sorti une enveloppe scellée d'un dossier séparé et a déclaré que ma grand-mère lui avait donné pour instruction de ne pas l'ouvrir à moins que chaque personne nommée dans cette pièce ne soit présente. Il a brisé le sceau, a déplié 3 pages et a lu la première phrase. Mon frère a cessé de sourire. Ma mère s'est lentement tournée vers mon père et le visage de papa est devenu livide. Quoi qu'ils aient espéré hériter ce matin-là, ma grand-mère avait apparemment laissé autre chose derrière elle en premier lieu. Une preuve. Avant de vous dire ce que cette lettre a révélé, et ce qui s'est passé après que ma famille a réalisé que je ne partais pas, dites-moi, quelle heure est-il chez vous en ce moment et d'où regardez-vous cette vidéo? Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Ma grand-mère était Élise Tavernier et elle avait passé 40 ans à bâtir Tavernier Événementiel et Structure, une entreprise lyonnaise qui concevait et fabriquait des stands sur mesure pour des salons professionnels, des musées et des événements d'entreprise. Ce n'était pas prestigieux. Il y avait des cadres en acier, de la poussière de stratifie, des délais d'expédition, des caisses endommagées, des factures, des feuilles d'heures supplémentaires et des clients frénétiques appelant à 6 heures du matin parce qu'une exposition devait être à Paris avant midi le lendemain. Grand-mère aimait chaque aspect de ce travail. Elle avait commencé avec 4 employés dans un entrepôt loué et en avait fait une entreprise employant près de 80 personnes. Ma mère, Dominique Tavernier, était finalement devenue directrice financière. Mon père, Roger Tavernier, occupait le poste de contrôleur de gestion. Mon frère, Romain Tavernier, était devenu vice-président des ventes avant ses 30 ans. J'avais pris un chemin complètement différent. Je travaillais comme planificatrice du contrôle qualité dans une usine de composants aéronautiques près de Toulouse où mes journées tournaient autour des fenêtres d'inspection, des numéros de série, des retards de production et de l'assurance que personne ne signe pour quelque chose qui n'avait pas réellement passé l'examen. Maman considérait cela comme d'un ordinaire embarrassant. Romain aimait m'appeler la sœur au tableur. Grand-mère ne l'a jamais fait. Elle disait souvent que les personnes qui remarquent les petites incohérences sont la raison pour laquelle les grandes organisations survivent. Environ 18 mois avant sa mort, elle a commencé à me demander de lui rendre visite le dimanche après-midi. Parfois, nous discutions. Parfois, elle me tendait des piles de documents de l'entreprise et me posait des questions qui semblaient aléatoires. Est-ce que ce numéro de fournisseur semble être un doublon? Pourquoi les frais de transport augmenteraient-ils alors que les expéditions diminuent? Est-ce que la même facture serait approuvée 2 fois? Je supposais qu'elle voulait de l'aide pour comprendre un nouveau système comptable. Avec le recul, elle testait si je voyais ce qu'elle voyait. Lors du déjeuner commémoratif, Romain est arrivé avec 20 minutes de retard et a tout de même été traité comme l'invité d'honneur. Maman a déplacé une chaise réservée à côté de papa pour que Romain puisse s'asseoir entre eux, puis m'a désigné le bout de la table en disant que je ne verrais pas d'inconvénient à me faufiler là-bas. Romain a passé le déjeuner à dire aux proches que grand-mère l'avait préparé à de plus grandes responsabilités. Maman l'a corrigé avec un sourire en disant non pas de plus grandes responsabilités, mais le leadership.
puis elle a levé son verre et l'a félicité pour avoir décroché le plus gros compte régional de l'entreprise. Personne n'a mentionné que le contrat était à peine rentable parce que Romain avait promis une production d'urgence avec une remise que l'équipe de fabrication ne pouvait pas assumer. Je le savais parce que grand-mère m'avait montré les chiffres. Quand une tante a demandé ce que je faisais comme travail, Romain a souri et a dit qu'elle s'assurait que les boulons soient inspectés ou quelque chose comme ça. Plusieurs personnes ont ri poliment. Je l'ai regardé directement. Et toi, de quoi t'assures-tu exactement qu'il arrive ? Son sourire s'est crispé. Maman a immédiatement changé de sujet. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé pour la première fois que quelque chose avait changé. Normalement, j'aurais avalé l'insulte. Cette fois, je ne l'ai pas fait. Plus tard, alors que les gens partaient, j'ai entendu maman murmurer à papa près du vestiaire. Demain doit rester sous contrôle. Papa a répondu qu'Élise avait été claire dans ses instructions. Maman a rétorqué sèchement qu'Élise n'était plus là. Ils ont arrêté de parler quand ils m'ont vu. Le lendemain matin, j'ai compris ce que sous contrôle signifiait. Maman avait décidé que la façon la plus simple de gérer les dernières volontés de grand-mère était de gérer qui les entendait. Et quand l'avocat, maître Étienne Cailloux, l'a désavoué à la porte de cette salle de réunion, j'ai vu 20 ans de hiérarchie familiale se fissurer en moins de 10 secondes. Avez-vous déjà remarqué à quel point les gens révèlent rapidement ce qu'ils ont peur de perdre quand quelqu'un finit par leur dire non ? Étienne Cailloux a attendu que je m'assoie avant de commencer. Ce n'est qu'alors que j'ai appris que ma présence n'était pas facultative. Les instructions écrites d'Élise stipulaient que les dispositions substantielles de sa succession ne pouvaient être discutées que si Dominique, Roger, Romain et Camille Tavernier étaient physiquement présents ou avaient formellement renoncé à leur présence. Maman a interrompu immédiatement. C'est ridicule. Camille n'est pas impliquée dans l'entreprise. Étienne l'a regardée par-dessus ses lunettes. Madame Tavernier, votre mère avait anticipé cette objection. Romain a eu un petit rire. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Étienne l'a ignoré et a ouvert la lettre scellée. Le premier paragraphe de grand-mère n'était pas sentimental. Il disait que si Camille est assise dans cette pièce uniquement parce qu'Étienne a insisté, alors Dominique a confirmé l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ceci. Personne n'a bougé. J'ai presque oublié de respirer. Étienne a continué. Grand-mère a écrit que pendant des années, elle avait regardé maman décider qui comptait, Romain accepter des privilèges qu'il n'avait pas mérités, et papa maintenir la paix en refusant de défier l'un ou l'autre. Ensuite, la lettre est devenue spécifique. Elle a énuméré 6 événements d'entreprise avec des dates, une proposition d'agrandissement d'entrepôt qu'elle avait rejetée mais que maman avait approuvée plus tard sous un code de projet différent. Un contrat de marketing attribué à Logistique Créative Nord malgré l'absence d'appel d'offres concurrentiel, 3 remboursements de développement client exceptionnellement élevés soumis par Romain, un paiement de conseil autorisé après que grand-mère a expressément gelé les conseils externes. Et 11 approbations portant l'autorisation électronique de papa. Romain s'est redressé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Étienne a continué de lire. Grand-mère a expliqué que 8 mois plus tôt, elle avait engagé un cabinet d'audit comptable indépendant sans le dire à la famille. Le visage de ma mère a changé instantanément. Pas de la tristesse, pas de la confusion, du calcul. Elle a demandé quel cabinet. Étienne a répondu que cette information figurait dans les documents justificatifs. Maman s'est tournée vers papa. Tu étais au courant. Papa a secoué la tête trop rapidement. Romain a dit que c'était insensé et que grand-mère était malade. Étienne a arrêté de lire. Monsieur Tavernier, je vous conseille de ne pas qualifier la capacité de la testatrice à moins que vous n'ayez l'intention de la contester formellement. Ces documents de succession comprennent 2 évaluations de compétences indépendantes réalisées au moment de l'exécution. Romain s'est rassis. Il n'avait rien à répondre à cela. La lettre continuait. Logistique Créative Nord, le fournisseur que Romain avait défendu à plusieurs reprises, était contrôlé par une société écran dont le gérant enregistré était son ancien colocataire d'école de commerce. En 22 mois, Tavernier événementiel et structure avaient payé à cette société 265 000 €. Les auditeurs de grand-mère n'avaient pas pu vérifier environ 173 000 € de prestations réelles.
Romain a explosé. Cela ne veut pas dire que j'ai pris quoi que ce soit. Personne n'a dit que tu l'avais fait, ai-je répondu. Pas encore. Il s'est tourné vers moi avec la même expression qu'il utilisait quand nous étions adolescents et que j'avais gâché une blague en refusant de rire. Tu penses comprendre notre entreprise parce que grand-mère t'a montré quelques tableaux. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris pourquoi elle me les avait montrés. Elle ne m'enseignait pas le fonctionnement de l'entreprise. Elle s'assurait que quelqu'un en dehors de leur chaîne de commandement sache que les chiffres semblaient faux. Étienne est passé à la 2e page. Grand-mère a écrit qu'elle avait confronté maman 6 mois plus tôt. Maman avait prétendu que les dépenses étaient un développement commercial agressif et avait dit que grand-mère était trop éloignée des opérations modernes pour comprendre. Grand-mère a alors demandé chaque facture justificative. Selon la lettre, maman n'a fourni que des dossiers partiels et l'a exhortée à faire confiance à la famille. La réponse de grand-mère tenait en une phrase. La confiance n'est pas un contrôle comptable. J'ai presque souri parce que je pouvais l'entendre le dire. Papa a pressé ses 2 paumes contre la table. Étienne a lu que lorsque grand-mère lui avait demandé pourquoi son autorisation apparaissait sur 11 approbations douteuses, papa avait dit que Dominique avait parfois traité des transactions en utilisant ses identifiants quand il n'était pas disponible. Papa a murmuré que c'était vrai. Maman s'est retournée brusquement. Roger. Il l'a regardé. Ça l'est. Romain a dit que tout le monde devrait arrêter d'agir comme si c'était un tribunal et qu'on parlait de l'argent de grand-mère. Étienne l'a corrigé. Nous parlons de fonds d'entreprise et d'une succession avec des intérêts de contrôle majoritaires dans cette société. Cela l'a fait taire. Puis est venue la disposition qu'aucun d'entre eux n'attendait. Grand-mère possédait 62% de Tavernier événementiel et structure par le biais d'une société de portefeuille. Elle n'avait pas divisé ses parts de manière égale. Elle avait placé 51% des droits de vote dans une nouvelle fiducie de contrôle. La représentante initiale et responsable du vote était moi. Camille Tavernier. Maman a émis un son entre un rire et un hoquet. Romain a bondi de sa chaise. Elle ne travaille même pas là-bas. Étienne a dit calmement de se rasseoir. Romain ne l'a pas fait. C'est une blague. J'ai levé les yeux vers lui. C'est drôle. Il y a 5 minutes, je n'étais pas assez importante pour entrer dans la pièce. Il m'a fusillé du regard. Étienne a continué. Je ne possédais pas automatiquement l'entreprise, et je ne pouvais pas non plus simplement la liquider pour mon profit personnel. Grand-mère avait conçu quelque chose de plus intelligent. Je détiendrais le pouvoir de vote pendant une période d'examen de 12 mois alors qu'un conseil d'administration indépendant examinerait les transactions suspectes. Les intérêts d'héritage bénéficiaires de maman et de Romain étaient temporairement gelés. La distribution de papa était également restreinte en attendant la vérification de ses approbations. Leur argent n'avait pas disparu. Leur contrôle, si. Et pour la première fois ce matin-là, j'ai réalisé que la vengeance n'arrivait pas toujours en criant. Parfois, elle arrivait sous la forme de 3 pages notariées et demandait à tout le monde de s'asseoir. Maman s'est ressaisie la première. Elle le faisait toujours. En quelques secondes, elle est passée de la fille choquée à la directrice financière. Étienne, je veux des copies de chaque document, de chaque lettre d'engagement d'audit, de chaque communication avec les comptables et de chaque dossier médical lié à la compétence d'Élise. Étienne a hoché la tête. Vous avez droit aux documents relatifs à la succession. Votre avocat peut en faire la demande. Mon avocat, a-t-elle répété. Vous supposez déjà un litige. Non, a-t-il dit, c'est vous qui le faites. Romain m'a désigné du doigt. Et elle arrive à contrôler notre entreprise pendant que ce cirque se produit. Étienne a répondu que la fiducie contrôle le bloc de vote et que Camille exerce cette autorité sous réserve de devoirs fiduciaires et de surveillance. Maman m'a regardé pour la première fois sans le mélange habituel d'impatience et de mépris. Maintenant, elle évaluait le risque. Camille, tu ne veux pas de ça. Je n'ai rien dit. Tu as ton propre travail. Tu ne comprends pas nos clients, nos contrats, nos employés. Ta grand-mère était contrariée. Elle a créé un désordre et nous pouvons le régler en privé. Il y avait ce mot,
en privé. Le mot que les gens utilisent quand la vérité devient gênante. Vous avez essayé de me laisser dans le couloir il y a 10 minutes. J'ai demandé pourquoi je vous ferais confiance pour régler quoi que ce soit en privé. Sa mâchoire s'est crispée. Parce que je suis ta mère. Cela ne faisait pas de moi un membre de la famille à la porte. Papa a fermé les yeux. Romain a marmonné que c'était reparti. Je me suis tournée vers lui. Non, Romain. C'est pour toi que ça commence. Tu as passé des années à dire à tout le monde que tu avais mérité ton poste. Maintenant, une revue indépendante va le découvrir. Il a frappé la table de sa paume. J'ai apporté des millions de ventes. Alors les dossiers devraient te donner une image flatteuse. Il s'est de nouveau tu. Étienne a expliqué le reste des instructions de grand-mère. Dans les 10 jours ouvrables, Tavernier événementiel et structure devaient convoquer une réunion de gouvernance spéciale présidée par un avocat d'affaires indépendant. Le cabinet d'audit comptable présenterait ses conclusions préliminaires. Maman et papa conserveraient temporairement leurs emplois, mais perdraient l'autorité unilatérale sur les paiements supérieurs à 10 000 €. Romain pourrait continuer à gérer les comptes existants, mais ne pourrait pas autoriser de nouveaux fournisseurs, de contrats de marketing discrétionnaire ou de remboursement de frais au-delà d'un seuil fixe. Toute personne reconnue coupable d'avoir sciemment détourné des fonds de l'entreprise devrait rembourser les pertes vérifiées avant de recevoir la partie non restreinte de l'héritage de grand-mère. Si le remboursement était refusé, le montant équivalent serait déduit de la part de ce bénéficiaire et reversé à l'entreprise. Grand-mère ne nous avait pas ordonné de nous asseoir en cercle pour discuter de nos sentiments. Elle avait ordonné de la documentation. Romain appelait cela de l'humiliation. Maman appelait cela de la manipulation d'outre-tombe. Papa ne disait presque rien. J'ai posé une question à Étienne. Est-ce que grand-mère savait que maman pourrait essayer de me garder à l'extérieur? Étienne a regardé maman avant de répondre. Votre grand-mère a modifié la clause de présence 3 semaines après sa dernière réunion privée avec votre mère. C'était une réponse suffisante. Maman s'est levée. Nous partons. Étienne a répondu que vous pouvez partir mais que la lecture continuera. Elle a hésité. Toute sa vie l'avait entraînée à contrôler les pièces en les quittant ou en menaçant de le faire. Pour une fois, la pièce n'a pas suivi. Elle s'est rassaise. Étienne nous a remis à chacun une copie de la lettre de grand-mère. La mienne portait une petite note manuscrite sous la signature. Camille, n'utilise pas cette autorité pour les punir, utilise-la pour qu'il soit impossible pour quiconque de se cacher. Cette phrase comptait parce que j'étais assez en colère pour vouloir punir. Grand-mère le savait aussi. Elle ne me demandait pas d'être douce. Elle me demandait d'être précise. La différence est devenue cruciale 2 jours plus tard quand maman est arrivée à mon appartement sans appeler. Elle est entrée en tenant un dossier et a parlé comme si la lecture du testament avait été un malentendu temporaire. J'ai une solution. À l'intérieur se trouvait une proposition d'accord. Je démissionnerai de mon poste de représentante de la fiducie. En retour, maman et papa me paieraient personnellement 140 000 € après la clôture de la succession, et Romain me garantirait une participation de 2% sans droit de vote dans l'entreprise. J'ai fixé les papiers. Vous me proposez d'acheter la décision de grand-mère. Maman a baissé la voix. J'essaie de protéger 80 employés du chaos. Alors pourquoi le paiement vient-il de vous au lieu de l'entreprise? Elle a marqué une pause. Parce que c'est la famille. J'ai ri. C'est intéressant de voir à quel point je suis devenue de la famille après qu'Étienne vous a dit que j'avais les voix. Son expression s'est durcie. Ne sois pas arrogante. Élise t'a donné une autorité temporaire, pas la compétence. Celle-là a frappé différemment de ce qu'elle attendait. Des années plus tôt, j'aurais essayé de faire mes preuves. Maintenant, j'ai simplement fait glisser l'accord sur la table. Alors, vous ne devriez rien avoir à craindre de la revue. Elle a repris le dossier. À la porte, elle a dit que Romain a des relations que tu ne comprends pas et que si sa réputation est endommagée, l'entreprise en souffrira. Peut-être que sa réputation devrait dépendre de ce qu'il a réellement fait. Elle m'a regardé pendant plusieurs secondes. Tu as changé. Non,
tu as enfin affaire à la version de moi qui sait dire non. Le lendemain matin, Romain a appelé 3 fois. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. À l'heure du déjeuner, l'un des auditeurs de grand-mère m'a contacté et m'a demandé si j'avais reçu des demandes de destruction, de révision ou de suppression de dossiers de l'entreprise. Cette question m'a dit que quelque chose de bien plus important arrivait. La réunion de gouvernance spéciale a eu lieu 9 jours plus tard dans la salle de formation de l'entreprise, pas chez grand-mère, et cela comptait. Personne ne pouvait se cacher derrière des photos de famille ou des souvenirs d'enfance. Nous étions assis sous des néons avec un projecteur montrant des numéros de transactions, des dates de facture, des chaînes d'approbation et des relevés bancaires. Étienne était présent en tant que conseil de la succession. La fiducie avait son propre conseil, maître Mathilde Girard. L'équipe comptable a envoyé 2 experts. 3 membres indépendants du conseil d'administration se sont joints à nous ainsi que maman, papa, Romain et moi. Maman était venue préparer avec son propre avocat. Romain était venu préparer avec son arrogance. Il s'est penché vers moi avant le début de la réunion et a chuchoté de bien profiter de mon petit délire de pouvoir. J'ai répondu de bien profiter de l'audit. L'expert comptable principal a commencé par Logistique Créative Nord. Leur enquête a révélé que le fournisseur avait facturé à Tavernier événementiel et structure des conseils en stratégie de campagne, en génération de prospects, en coordination d'événements et en développement de marché. Sur 47 factures, 19 contenaient des descriptions copiées presque mot pour mot de factures précédentes. Plusieurs réclamaient des frais de déplacement à des dates où les registres de l'entreprise ne montraient aucun événement lié. Une facture de 18 600 € concernait une réception client à Bordeaux. Le client nommé a confirmé qu'aucune réception n'avait eu lieu. Romain a interrompu. Cette société gérait de la prospection confidentielle et les clients ne savent pas toujours ce qui se fait en coulisses. Le comptable a cliqué sur la diapositive suivante. Les relevés bancaires de Logistique Créative Nord, obtenus par une procédure légale appropriée après l'escalade de l'examen initial de grand-mère, montraient des paiements de l'entreprise suivis de virements vers une autre entité appelée RGT Venture. Romain s'est figé. RGT correspondait à ses initiales. L'adresse postale de l'entité était une boîte aux lettres privée à 20 minutes de chez lui. Son avocat lui a immédiatement dit de ne pas répondre aux questions. Maman semblait sincèrement surprise. C'était le premier signe que quoi qu'elle ait fait, elle n'avait pas su tout ce que Romain avait fait. Les comptables avaient tracé 74 000 € vers les comptes de RGT. Ils étaient encore en train de déterminer si tout cela représentait un avantage indu car certains paiements pourraient potentiellement avoir des explications commerciales légitimes. Grand-mère avait pris soin de ne pas accuser sans preuve et eux aussi. Romain n'était pas prudent. Vous avez fouillé dans mes comptes personnels parce qu'elle vous l'a dit. Mathilde a répondu que le conseil de l'entreprise avait suivi les procédures légales applicables après l'apparition de preuves de transactions entre parties liées. Personne ne vous demande de spéculer. Le conseil d'administration traitera les conclusions étayées. Romain s'est tourné vers maman. Dit quelque chose. Elle ne l'a pas fait. Ensuite, la présentation est passée aux décisions de maman. Les auditeurs ont découvert que Dominique avait approuvé les factures de ce fournisseur malgré un avertissement interne du service des achats indiquant que le fournisseur manquait de documentation adéquate. Elle avait également passé outre une exigence d'appel d'offres concurrentiel à 5 reprises. Plus grave, après que grand-mère a commencé à poser des questions, maman a réaffecté le superviseur de la comptabilité fournisseur qui avait soulevé des inquiétudes. L'avocat de maman a soutenu que toutes ces actions relevaient du pouvoir discrétionnaire de la direction. Les comptables ont convenu que certaines le pourraient. Puis ils ont affiché un email. Maman avait écrit à Romain que ta grand-mère regarde de trop près cette entreprise de logistique, nettoie les descriptions et arrête de tout acheminer par le même code de projet. Personne n'a parlé. Maman fixait l'écran. J'ai senti quelque chose de froid s'installer en moi. Pendant des années, elle m'avait traité d'hypersensible quand je remarquais des schémas suspects. Maintenant, une pièce pleine de professionnels en fixait un des siens. Papa était le suivant.
Ses identifiants avaient approuvé 11 transactions, mais les journaux du système montraient que 8 provenaient du poste de travail de maman alors qu'il était soit en voyage, soit déconnecté. 3, cependant, provenaient du poste de travail de papa. Il a admis qu'il les avait approuvées sans examiner les documents justificatifs parce que maman lui avait dit qu'elles étaient urgentes. Mathilde a demandé s'il comprenait que son autorisation représentait un examen financier. Papa a dit oui. Avez-vous effectué cet examen? Non. Ce fut le moment où son visage parut exactement comme lors de la lecture du testament, non pas parce qu'il avait volé de l'argent, mais parce que la passivité avait finalement produit un chiffre à côté d'elle. Quand les comptables ont fini, Romain s'est levé. Et alors? Vous allez détruire l'entreprise parce que grand-mère avait une rancune. J'ai dit que grand-mère n'avait pas créé ces virements bancaires. Tu as voulu ça toute ta vie. Il a rétorqué que j'avais toujours été jalouse. J'ai presque ri. Romain, je voulais une place à table à Noël. Toi, apparemment, tu voulais une société écran. Son avocat lui a dit de se taire. Même un membre du conseil d'administration a baissé les yeux pour cacher une réaction. Romain m'a désigné. Tu penses que tu es meilleur que moi parce que tu planifies des inspections dans une usine. C'était encore là. La vieille arme. Rendre mon travail insignifiant. Me rendre insignifiante. Et peut-être que les faits rétréciraient avec moi. Je me suis levée. Non. Je pense que je suis meilleure pour une chose qui compte aujourd'hui. Quand un chiffre ne correspond pas, je ne prétends pas le contraire parce que j'aime la personne qui l'a signé. Maman a prononcé mon nom d'un ton sec. Camille. Je me suis tournée vers elle. Quoi? Vous voulez encore régler ça en privé? Elle a détourné le regard. Le conseil d'administration a suspendu la séance pendant 30 minutes. Quand tout le monde est revenu, les administrateurs indépendants ont annoncé des mesures temporaires. Romain a été mis à pied en attendant la fin de l'enquête. Sa carte d'achat d'entreprise et ses autorisations d'approbation du système ont été suspendues immédiatement. Maman est restée directrice financière seulement le temps de soutenir une transition ordonnée des dossiers, mais un responsable financier intérimaire prendrait l'autorité de paiement. Papa a été démis de ses fonctions d'approbation et réaffecté pendant que le conseil examinait ses défaillances de contrôle. Personne n'a été licencié ce jour-là. Personne n'a été déclaré coupable d'un crime. Le processus comptait, mais la hiérarchie que ma famille avait traitée comme permanente avait disparu. Romain me fixait comme si j'avais personnellement pris sa chaise. « Tu es contente ?» a-t-il demandé. J'y ai réfléchi. Non. Et j'étais sincère. Mais j'en ai fini d'être obligée de te protéger des conséquences. Appelleriez-vous cela de la vengeance ou appelleriez-vous cela la facture qui finit par arriver? Les 3 semaines suivantes ont été plus laides que la réunion parce que perdre le contrôle a rendu ma famille désespérée. Maman a appelé des proches avant que je puisse expliquer quoi que ce soit et a dit que grand-mère avait confié la direction à une petite fille inexpérimentée pendant une période de deuil. Romain a dit à 2 vendeurs de longue date que j'essayais de démanteler l'entreprise pour toucher l'argent. Un oncle m'a appelé pour me dire que quoi qu'il arrive on n'embarrasse pas son frère publiquement. Je lui ai demandé quelle partie avait été publique. Il n'a pas pu répondre. La réunion de gouvernance avait été confidentielle. Romain était celui qui la diffusait. Puis des captures d'écran d'une ancienne discussion de groupe familial me sont parvenues. Dedans, maman avait écrit 2 ans plus tôt que grand-mère devenait paranoïaque au sujet des dépenses et que je nourrissais ses soupçons parce que Camille adore se sentir importante. Romain a répondu qu'il fallait garder Cendrillon des tableurs loin des finances. J'ai lu cette ligne 2 fois. Elle aurait dû faire plus mal qu'elle ne l'a fait. Au lieu de cela, elle a clarifié 20 ans de ma vie. Il n'avait pas simplement manqué de me remarquer. Chaque fois que je devenais utile en dehors du rôle qu'il m'avait assigné, il se moquait de cette utilité jusqu'à ce que je batte en retraite. Grand-mère avait vu ce schéma avant moi. J'ai envoyé les captures d'écran au conseil de la fiducie car un message faisait référence au dossier de l'entreprise. Je ne les ai pas publiés en ligne. Je ne les ai pas envoyés aux proches. Je n'allais pas devenir négligente simplement parce qu'il l'était. Pendant ce temps, l'audit s'est étendu.
Les enquêteurs ont étayé 91 800 € de paiement qui avaient directement bénéficié à Romain ou à des entités qu'il contrôlait sans divulgation appropriée. Une autre partie restait contestée. Le conseil a également documenté 46 000 € de dépenses que maman avait autorisées en dehors de la politique de l'entreprise, bien que l'examen ait conclu que ces fonds ne lui étaient pas parvenus personnellement. Son problème était différent. Dissimulation, contournement des contrôles internes et défaut de divulgation d'une préoccupation liée à une partie affiliée après qu'elle ait eu des raisons de la connaître. La conduite de papa a été classée comme une négligence de gouvernance grave plutôt que comme un enrichissement personnel. Le plan successoral de grand-mère traitait ces distinctions différemment. La distribution de l'héritage de Romain serait réduite du montant qu'il était tenu de rembourser, à moins que le remboursement n'ait lieu en premier. L'héritage sans restriction de maman dépendait de la conclusion d'un règlement formel des réclamations de gouvernance de l'entreprise et de l'abandon de l'autorité exécutive. Papa pourrait recevoir la majeure partie de sa part après avoir signé des conclusions correctives et renoncé définitivement à son autorité d'approbation financière chez Tavernier Événementiel et Structure. L'autorité de Camille sur la fiducie resterait en place pendant toute la période de surveillance de 12 mois, que les autres concluent un accord ou non. Quand Étienne a expliqué cela, maman a enfin compris le plan de grand-mère. Elle n'avait pas essayé de me rendre riche à leurs dépens. Elle m'avait rendu impossible à déloger pendant que les dossiers étaient examinés. Cette distinction a détruit leur argument favori selon lequel je faisais cela pour l'argent. Romain a refusé la première proposition de règlement. Au lieu de cela, son avocat a menacé de contester la fiducie pour influence indue. J'ai presque admiré l'audace. Je n'avais même pas su que la fiducie existait avant la lecture du testament. Les évaluations de compétences et les mois de correspondance documentée de grand-mère rendaient la réclamation faible, mais un litige pouvait encore coûter du temps et de l'argent. Maman m'a rendu visite à nouveau. Cette fois, papa est venu avec elle. Elle n'a pas apporté d'accord. Elle a apporté de la colère. Mets fin à ça, a-t-elle dit. Dis au conseil que tu es satisfaite. Je ne suis pas l'auditeur. Tu contrôles la fiducie. Je contrôle les droits de vote et je ne réécris pas les transactions. Papa a dit doucement que Camille, l'entreprise perd des clients. Est-ce vrai? Il a regardé maman. Elle a répondu que 2 comptes ont retardé leur renouvellement. J'avais déjà vu le rapport du conseil. L'un avait retardé pour des raisons d'achat sans rapport. Le second avait demandé l'assurance de la stabilité de la direction mais n'avait pas annulé. Ce n'est pas la même chose que de les perdre. Maman m'a fixé. Est-ce que tu aimes me corriger? J'aime les faits. Énoncer les faits. Papa s'est frotté le front. Puis il m'a surprise. Dominique, elle a raison. Maman s'est tournée vers lui. Ne fais pas ça. Si, a-t-il dit. J'aurais dû dire cela il y a des années. La pièce est devenue silencieuse. Papa m'a regardé. Je n'ai pas pris l'argent mais j'ai signé des choses que je n'ai pas examinées. J'ai laissé ta mère utiliser mes accès. Et chaque fois que tu étais écarté, je me disais que rester silencieux maintenait la famille unie. Il a dégluti. Ce n'était pas le cas. Cela signifiait simplement que ce n'était pas moi qui étais visé. Maman a dit que maintenant elle était la méchante. Papa a secoué la tête. C'est exactement ce que tu fais. Tu fais passer la responsabilité pour une attaque. Je ne l'avais jamais entendu lui parler ainsi. Cela n'effaçait rien, mais cela comptait parce que les conséquences se propageaient enfin au-delà de l'argent. Maman avait bâti son autorité en partie sur la certitude que papa la soutiendrait toujours. Maintenant, même cette certitude avait disparu. Elle est partie seule. 2 jours plus tard, papa a signé les conclusions correctives. Il a démissionné de son poste de contrôleur et a accepté un rôle de conseiller réduit pendant 6 mois avant sa retraite. Maman a négocié séparément. Elle a accepté de démissionner de son poste de directrice financière, de coopérer avec le reste de l'audit, de renoncer à ses réclamations contre la fiducie et d'accepter les restrictions successorales. Son règlement ne la marquait pas comme une voleuse parce que les preuves ne montraient pas d'enrichissement personnel. Il documentait ce que les preuves montraient. Elle avait protégé Romain,
contourner les contrôles et interférer avec la surveillance. Romain refusait toujours. Puis le propriétaire de Logistique Créative Nord a accepté de coopérer avec l'entreprise en échange de la résolution des réclamations civiles. Soudain, la position de Romain a changé. En 48 heures, son avocat a demandé à rouvrir les discussions de règlement. Les gens disent que la vengeance est satisfaisante parce qu'ils imaginent le discours parfait qui fait s'effondrer une personne arrogante. La mienne a été plus calme. Je n'en ai jamais fait. J'ai simplement arrêté de le sauver des documents portant son propre nom. Le règlement final de Romain a été signé près de 4 mois après la mort de grand-mère. Il a remboursé 91 800 € à l'entreprise par une combinaison de fonds personnels et d'une réduction de sa part de succession. Il a démissionné de l'entreprise, a renoncé à toute future réclamation de gestion attachée aux parts de grand-mère et a accepté de ne plus se présenter publiquement comme parlant pour Tavernier événementiel et structure. L'entreprise ne s'est pas effondrée. C'était peut-être le fait le plus dommageable pour la mythologie que ma famille avait construite autour de lui. Les ventes ont continué. 2 directeurs de clientèle ont absorbé ses clients. Le conseil d'administration indépendant a embauché un nouveau directeur financier extérieur à la famille. Les contrôles des achats ont été reconstruits. 6 mois plus tard, les marges opérationnelles se sont en fait améliorées parce que l'entreprise a cessé d'approuver des dépenses discrétionnaires mal documentées. Maman détestait entendre cela. Pendant des années, elle avait insisté sur le fait que l'entreprise ne pouvait fonctionner que si certaines personnes recevaient une confiance aveugle. Il s'est avéré que les systèmes fonctionnaient mieux que les favoris. Elle et papa sont restés mariés, mais quelque chose entre eux a changé de façon permanente. Papa a cessé d'aplanir chaque désaccord. Maman s'est retirée de plusieurs conseils d'administration associatifs où elle aimait se présenter comme l'héritière sans faille du legs de grand-mère. Personne ne l'a forcée. Elle n'aimait simplement plus les endroits où les gens pourraient demander pourquoi elle avait quitté l'entreprise. Romain a pris un poste de commercial chez un autre fabricant dans une autre ville. Nous ne nous sommes pas réconciliés. Il m'a envoyé un message après son règlement. J'espère que ça valait le coup de détruire la famille. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre que je n'avais pas créé les factures, Romain. Il n'a jamais répondu. Je n'ai pas hérité du fauteuil de PDG de grand-mère parce qu'elle n'avait jamais eu l'intention que je le fasse. À la fin de la période d'examen de 12 mois de la fiducie, je suis restée administratrice votante, mais la gestion quotidienne est restée aux mains de professionnels. J'ai gardé mon emploi à l'usine aéronautique. Cela a déconcerté maman plus que tout. Elle avait supposé que le pouvoir n'avait de valeur que si je l'utilisais pour devenir importante. Grand-mère m'avait mieux comprise. Je ne voulais pas d'applaudissements. Je voulais des décisions qui puissent survivre à une inspection. L'entreprise a finalement créé un siège de conseiller des employés au sein de son comité de gouvernance, a renforcé les procédures de signalement anonyme et a exigé un examen indépendant des contrats de fournisseurs liés aux parties affiliées. Ces changements comptaient plus pour moi que d'avoir mon nom sur une porte de bureau. Pour le premier anniversaire de la mort de grand-mère, Étienne m'a remis une dernière enveloppe qu'elle lui avait demandé de garder jusqu'à ce que la fiducie termine son examen initial. À l'intérieur se trouvait une seule page manuscrite. Elle écrivait que Camille, si tu lis ceci, alors ils t'ont probablement traité de cruel pour avoir refusé de faire disparaître leur choix. Souviens-toi d'une chose que j'ai apprise trop tard. Maintenir la paix en cachant l'injustice ne crée pas la paix. Cela crée une permission. Je suis restée assise avec cette phrase pendant un long moment. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai pensé que le silence faisait de moi la bonne fille. J'ai pensé qu'être utile sans exiger de reconnaissance faisait de moi quelqu'un de mature. J'ai pensé que m'éloigner de chaque insulte me rendait plus forte. Parfois, s'éloigner est une force, mais parfois le silence devient l'espace où les systèmes injustes s'installent confortablement. Le dernier cadeau de grand-mère n'était pas la fiducie de vote. C'était la preuve que je n'avais jamais eu besoin de la permission de ma famille pour faire confiance à ce que je pouvais voir clairement. L'argent peut acheter le confort. Un titre peut créer un statut. Une réputation polie peut persuader une salle pendant des années. Mais aucune de ces choses ne peut remplacer la responsabilité.
Et aucune ne peut fabriquer un respect authentique une fois que la vérité est documentée. Ma mère a essayé de me laisser dans un couloir parce qu'elle croyait que je n'avais pas ma place dans les affaires de famille. 12 mois plus tard, elle n'avait plus aucune autorité exécutive dans cette entreprise. Mon frère n'y avait plus aucun poste du tout. Et la femme qu'ils appelaient autrefois Cendrillon des tableurs était la personne légalement responsable de la protection du vote de contrôle de grand-mère. Je n'ai jamais célébré leur perte. Je n'en avais pas besoin. La vraie victoire était beaucoup plus simple. Personne ne pouvait plus me remettre dans le couloir. Cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale sur la dynamique familiale et l'intégrité professionnelle: l'honnêteté ne devrait jamais être sacrifiée sur l'autel de l'harmonie familiale. Dans beaucoup de familles, il existe un poids invisible qui pousse les membres les plus lucides à se taire pour ne pas faire de vagues. Comme le souligne si bien la grand-mère Élise dans sa lettre finale, le silence face à l'injustice n'est pas de la paix, c'est une autorisation donnée au comportement toxique de continuer. Camille n'a pas cherché à détruire sa famille par vengeance, elle a simplement refusé de participer au mensonge collectif. La leçon ici est que la véritable loyauté envers une institution ou une famille consiste à exiger la transparence, même quand cela fait mal. La structure mise en place par la grand-mère montre une sagesse immense. Elle n'a pas donné la fortune à Camille, mais elle lui a donné le bouclier de la légitimité pour forcer tout le monde à faire face à ses propres actes. C'est un rappel puissant que nos compétences, souvent moquées par ceux qui se croient supérieurs, sont parfois les seules barrières contre le chaos. Camille, avec sa rigueur de contrôle qualité, était la seule capable de sauver l'héritage que les autres étaient en train de piller par arrogance et sentiment d'impunité. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà été la personne que l'on écarte parce que vous posez trop de questions ou parce que vous voyez la vérité là où les autres préfèrent fermer les yeux ? Pensez-vous que Camille aurait dû pardonner en privé plutôt que de laisser l'audit aller jusqu'au bout ? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires, votre point de vue m'intéresse énormément.